tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté le sucre, comment j'y suis arrivée et quels en sont les résultats. Si vous êtes un nouvel abonné, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Si vous la découvrez, bienvenue aussi. Et pour tous les autres, merci de continuer à me suivre. Bien, tout a commencé il y a quelques années. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé après 40 ans, donc j'en ai 49, bientôt 50. Et j'ai commencé à avoir mal partout, mal au ventre, des insomnies. J'étais tout le temps fatiguée, j'étais cernée, j'avais carrément des yeux de panda. Je me traînais. Quand j'étais en réunion, le matin à 10h, j'étais hyper agressive parce que j'avais faim. Et quand j'avais fini de manger à midi et demi, sur le coup de 2 heures, j'étais affalée sur ma chaise, j'étais fatiguée, crevée, je n'en pouvais plus. J'ai commencé aussi à avoir des douleurs articulaires, des maux d'épaule, maux de genoux, les hanches qui se bloquent. Pourtant, pas de problème de poids, pas de problème de diabète. Ma prise de sang était quasiment bonne, donc on disait c'est ton état général, ton état psychologique qui est comme ça, peut-être que tu en as marre. Puis les autres me disaient, avec l'âge, tu vas voir, les bobos, ça commence, on a mal partout, on n'a plus envie de se lever le matin. Enfin, ça, j'ai toujours eu, et ça je l'ai toujours, sucre ou pas sucre. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de subir tout ça à cause de mon âge, parce que je refuse, quoi. Non, c'est pas possible parce qu'on a 50 ans de commencer à se traîner et de commencer à avoir des soucis. Alors mes allergies qui se sont décuplées, mon asthme aussi. Donc quand je parle d'allergie, je parle aussi d'allergie alimentaire. J'avais des plaques sur la peau. Encore maintenant, si je prends pas d'antihistaminique, je me gratte, j'ai des plaques partout par rapport à ce que je mange, donc je dois vraiment faire attention à tout. En lisant énormément, je me suis rendu compte que les allergies, ça venait d'une porosité des intestins, les intestins qui laissent passer ce qu'ils ne doivent pas, donc parce qu'ils deviennent poreux et on devient allergique. Donc je me suis dit, flûte, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est peut-être ça aussi que j'avais tout le temps mal au ventre. Je me dis, pourtant, je mange pas tant que ça. Non, c'était pas la quantité, mais la qualité de ce que je mangeais qui irritait mes intestins. Donc, je me suis aussi rendu compte que la fatigue, forcément, j'avais des pics d'insuline puisque je mangeais fort sucré, donc je montais très haut et ensuite je descendais très bas, ce qui faisait que 2 heures après avoir mangé, j'avais encore plus faim qu'avant de manger. Alors, j'avais remarqué aussi que quand je mangeais des pâtes, des pommes de terre, du riz, le soir, je dormais mal, j'étais super fatiguée le lendemain. Et en plus, ça ne me nourrissait pas parce que j'avais toujours faim, alors que quand je mangeais des protéines et des légumes avec une sauce que je faisais moi-même, forcément, là, j'avais d'office moins faim, je me sentais mieux et j'avais pas toutes ces douleurs intestinales, je me sentais pas oppressée ni fatiguée avec ces maux de tête qui venaient parfois 2 heures après avoir mangé. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien avec le sucre et peut-être avec l'insuline. Donc ce que j'ai commencé à faire dans un premier temps, c'est arrêter les produits transformés. Alors ça, c'est ce qui a sans doute été le plus difficile pour moi parce que je mangeais quasiment 1 kg de Kellogg's par semaine, donc toute forme de Kellogg's. Je mangeais aussi énormément de beurre de cacahuète industriel dans lequel il y a du sucre rajouté. Par contre, dans la recette de beurre de cacahuète à faire soi-même que je vous ai montré il y a quelques semaines, là, c'est juste le sucre qui est contenu naturellement dans la cacahuète. Il n'y a pas de sucre ajouté et vous voyez, il y en a quand même. Donc imaginez quand on rajoute du sucre dans les aliments, jusqu'où ça peut aller. Alors quand je parle de produits transformés, je parle aussi de toutes ces céréales, de tous ces graineries qui ont été soufflées, ce blé qui a été transformé. Et ça a vraiment été très dur pour moi. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation et plus particulièrement à l'indice glycémique. Donc j'ai acheté pas mal de livres là-dessus, je vous en ai déjà présenté quelques-uns avec les livres de Marie Chiocca, un livre qui est la Bible de l'IG, qui permet de comprendre vraiment le mécanisme de l'indice glycémique sur notre corps. Donc
les aliments sont classés par indices qui font que le pancréas va libérer plus ou moins d'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone de stockage, c'est l'hormone qui fait que plus on en libère, plus on en a dans le sang, plus on aura d'énergie. Si on en a trop, on la stocke sous forme de graisse, donc le sucre va se transformer en gras, et plus on monte vite en insuline et plus vite on va stocker, donc plus vite on va descendre et plus vite on aura des hypoglycémies, c'est-à-dire que plus vite on aura faim, plus vite on sera fatigué et plus vite notre corps va réclamer du sucre. Donc voilà, là j'avais compris pourquoi j'étais toujours fatiguée, pourquoi je me traînais et aussi pourquoi j'étais agressive, parce que quand on est fatigué et qu'on a faim, forcément on n'est pas au meilleur de sa forme. Alors dans un premier temps, le plus dur ça a été d'identifier quelles sont les sources de sucre, parce que il y avait plein d'aliments où je ne me doutais pas qu'ils contenaient autant de sucre et qu'ils avaient un indice glycémique aussi élevé, comme par exemple le pain. Alors déjà à la base, je suis pas très fan du pain parce que je trouve que ça nourrit pas, c'est pas consistant, c'est un peu comme de la chic. Et j'avais tendance à ne pas en manger parce que j'avais remarqué aussi que quand je mangeais du pain, j'avais faim très vite après. Maintenant j'ai compris pourquoi. Le pain de farine de blé, c'est un très fort indice glycémique, donc forcément on a vite faim après, ça ne nourrit pas, tout comme les pâtes. Les pâtes aussi, c'est une grande source les pâtes de blé en tout cas, c'est une grande source de sucre. Et ça, je ne l'avais pas capté avant, donc je mangeais les pâtes parce que chez nous c'est culturel. Manger des pâtes en tant qu'Italien, c'est presque naturel et franchement, moi je râlais chaque fois que ma mère faisait des pâtes parce que j'aimais pas, parce que ça ne me satisfaisait pas, j'avais toujours faim, je n'aimais pas. Donc quelque part, le corps, il y a quand même un lien qui se fait. Si on n'aime pas quelque chose, c'est pas pour rien. En plus, je viens d'une famille où 4 personnes sur 5 sont diabétiques, donc du côté de mon père. 4 personnes sur 5, ça fait quand même pas mal, donc on a quand même une petite sensibilité de ce côté-là. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention, il faut vraiment que j'arrête le sucre. Alors bien sûr, ça ne s'est absolument pas fait en un jour, ça fait 2 ans que j'ai arrêté le sucre progressivement. Donc tout d'abord via les produits transformés. Là, j'avais déjà constaté que ça allait beaucoup mieux, mais j'avais quand même toujours envie de me faire plaisir, d'avoir des Kellogg's, donc je faisais des Kellogg's Healthy, de me faire des petits gâteaux avec les livres de Marie Chiocca. J'avais plein de recettes où j'arrivais à manger sainement, donc il n'y avait plus de conservateurs, il n'y avait plus de tous ces produits non identifiés qu'on trouve par exemple dans les paquets de biscuits. Non, je faisais mes biscuits moi-même, donc je mangeais sainement, et là j'ai déjà vu une grande amélioration, mais donc sur mon état de fatigue, sur ma digestion, mais pas encore assez sur mes allergies, parce qu'il y avait encore pas mal de réactions au niveau allergique et au niveau réaction alimentaire et respiratoire. Donc là je me suis dit, je vais commencer à diminuer un peu plus le sucre et à choisir des aliments avec des indices glycémiques de plus en plus bas. Et à force de chercher des recettes avec de moins en moins de sucre, forcément je suis tombée sur l'alimentation cétogène. Donc l'alimentation cétogène, on passe dans une autre forme d'alimentation, dans le sens où dans l'alimentation classique c'est le sucre qui sert de carburant pour le corps. Dans l'alimentation cétogène, c'est la graisse. Alors il fallait à nouveau réidentifier toutes les formes de sucre, pas par leur indice glycémique, mais par le rapport de glucides nets. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent dans mes recettes de glucides nets. Les glucides nets en alimentation cétogène, c'est la quantité de glucides qui va libérer de l'insuline. Le but, c'est d'en libérer le moins possible, d'être toujours très bas au niveau de l'insuline, ne jamais déclencher de hausse d'insuline. On reste en dessous de 20 grammes de glucides nets. Donc les glucides nets, c'est tous les hydrates de carbone, donc tous les glucides, moins les fibres. Donc c'est vraiment la quantité de sucre qui reste et qui va avoir une incidence sur la glycémie dans le sang. Donc le but, c'est de jamais dépasser 20 grammes et d'être en cétose. Donc en cétose, ça veut dire que le gras devient le carburant du corps. Donc si vous êtes au même
apport calorique journalier que quand vous étiez avec le sucre en carburant, donc vous étiez à 1300 calories, il faut aussi être à 1300 calories, enfin moi je suis petite, hein, donc c'est 1300-1400 calories par jour, il faut aussi être à 1300 calories avec l'apport de gras supplémentaire, en sachant que 1 g de sucre ou 1 g de protéines c'est 4 calories et 1 g de gras c'est 9 calories. Mais le gras a l'avantage d'être beaucoup plus rassasiant et de couper l'appétit parce qu'il déclenche une hormone qui s'appelle la leptine et qui est l'hormone de satiété. Donc quand on mange gras, forcément on libère donc cette hormone qui est l'hormone de satiété, on a moins vite faim, enfin on est beaucoup plus vite rassasié et forcément on n'a pas de pic d'insuline, donc on n'a pas faim dans les 4, 5, 6 heures qui suivent, à condition de ne pas avoir mangé de sucre, d'où l'apport maximum de 20 g de glucides nets par jour. Alors vous me direz, des glucides, il y en a partout. Ben oui, il y en a même dans les brocolis, il y en a dans les tomates, beaucoup dans tous les fruits quasiment. En cétogène, tous les fruits, on ne les mange pas, sauf les baies comme les fraises, les framboises. Ce qui m'arrange bien parce que je ne mangeais déjà pas de fruits à la base, parce que comme je vous dis souvent, le goût sucré me dérange. Et c'est vrai que j'ai retrouvé du dynamisme et meilleure peau, meilleure digestion, meilleur sommeil. J'ai récupéré pas mal de choses, il me reste encore à récupérer au niveau des articulations, juste en passant en régime cétogène, donc en alimentation. J'aime pas dire régime, je préfère dire alimentation cétogène parce que je vois pas tellement dire régime alors qu'on est à parfois plus de 125 g de matière grasse par jour. Alors pour calculer les glucides nets, parce que c'est pas évident, j'ai une appli sur mon téléphone qui s'appelle LiveSum et qui permet de calculer les glucides nets. Donc c'est programmé à 20 g de glucides nets, 50 g de protéines et 120 g de gras. Et enfin là je suis un peu moins parce que forcément je suis plus petite. Et donc ce logiciel me permet de voir où se situe le sucre dans les aliments. Alors quand on voit tous les produits allégés avec 0 gras, généralement ils contiennent beaucoup plus de sucre. Ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que dans la mayonnaise, il y a du sucre. Il y a vraiment du sucre partout, du sucre rajouté, d'où l'intérêt de faire ces aliments soi-même. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que tu manges si tu manges plus de pommes de terre, plus de pâtes, plus de riz, plus de légumineuses non plus. Bon, je mange énormément de légumes, mais c'était déjà la base depuis 2 ans de tout ce que je faisais. J'arrive à faire du pain cétogène, qui est du pain à base de graines de lin, de graines de chia ou même de graines de tournesol, avec de la farine d'amande ou de la farine de coco, qui sont certes plus caloriques, mais qui n'ont pas d'incidence sur la digestion, et je mange un petit pain comme ça et je suis vraiment rassasiée et il n'y a pas ce goût qui me dérange, cette sensation de chiquer. Donc c'est un pain qui est consistant. Alors pour les pâtes, il y a les pâtes de konjac. Les pâtes de konjac, enfin il y a du riz de konjac aussi. Il y a même des espèces de graines de konjac qui ressemblent à, enfin des perles de konjac qui ressemblent à du taboulé. Alors le konjac, c'est vrai que s'il n'est pas bien préparé, c'est dégueulasse, ça pue, c'est une racine, c'est un tubercule et en fait ça ne contient rien, pas de glucides, pas de gras, pas de protéines, ce ne sont que des fibres. Il y a entre 9 et 15 calories pour 100 grammes. C'est des pâtes diététiques, plus diététiques que ça, on ne peut pas. Et en fait, il y a une façon de les cuisiner et ça, je vous montrerai aussi dans de prochaines recettes comment je fais par exemple des pâtes carbo avec des pâtes de konjac. Bon, forcément, la consistance, c'est pas la consistance de pâtes de blé. Déjà, je trouve que les pâtes d'épeautre ou les autres pâtes à base de lentilles, ça n'a déjà pas la consistance des pâtes de blé, donc le konjac non plus. Mais quand c'est bien agrémenté, c'est vraiment très bon. Je mange aussi du poulet coco, poulet colombo avec du riz de konjac. Je fais aussi du taboulé de chou-fleur. Et franchement, ça nourrit beaucoup plus s'il n'y a pas de sucre dedans. Enfin, il y en a toujours un peu, mais je fais toujours attention de ne pas dépasser
les 20 grammes par jour. J'ai remplacé mes Kellogg's par des graines et des noix que je concasse, que je mets dans des yaourts que je fais moi-même à base d'agar-agar. L'agar-agar, c'est aussi une algue rouge. Et je préconise tous les gras parce qu'en céto, on dit toujours on mange du gras, mais on ne mange pas n'importe quel gras parce qu'il y a des gras qui ont des incidences aussi sur les artères. Et quelque part, il faut vraiment bien se renseigner. Ça, si ça vous intéresse d'arrêter le sucre, je vous conseille de lire beaucoup sur l'alimentation cétogène. Il y a quelques chaînes aussi YouTube qui sont bien faites et qui pourraient vous aider à comprendre ce qu'est l'alimentation cétogène, parce qu'il y a deux façons d'arrêter le sucre. Soit vous arrêtez tout ce qui est produits transformés et tout ce qui est à base de sucre, donc c'est-à-dire tout ce qui est pain, pâtes, riz et pommes de terre, tout ce qui contient de l'amidon. En fait, moi j'ai constaté vraiment une grande amélioration sur ma respiration depuis que je ne consomme plus du tout d'amidon. Et sur ma digestion aussi, j'ai l'impression de mieux digérer. En fait, je ne sais même pas si c'est le sucre ou si c'est l'amidon qui fait que ça va beaucoup mieux. Donc je disais, la première façon, vous arrêtez les produits transformés et vous arrêtez les pains, pâtes, sucre et pommes de terre et vous passez en low carb. Bien qu'en low carb, il y a quand même des gens qui mangent des pâtes, du riz, mais en quantité vraiment restreinte, puisque c'est entre 50 et 100 grammes de sucre par jour et un peu moins de gras qu'en cétogène. Ou alors vous passez en cétogène et là vous faites même attention aux fruits, aux légumes, à tous ces sucres qui sont contenus dans tout ce qui est par exemple légumes racines qui contiennent beaucoup de sucre. Et là vous devez forcément augmenter votre matière grasse pour avoir un apport en énergie suffisant et bien sûr passer en cétose, donc avoir cette forme de carburant qui est le gras. Alors commencer un régime cétogène, c'est pas donné à tout le monde. Si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez passer en cétogène, passez d'abord en low carb pendant au moins 6 mois. Ce que j'ai fait et entre nous, après passer doucement en cétogène parce que au départ le corps doit s'adapter et on fait moi j'ai fait une grippe cétogène de 2 jours en étant en low carb et j'ai directement été céto-adapté, c'est-à-dire que mon indice de cétose est entre 1,7 et 3,4, à jeun il est toujours à 2,4, donc je suis en cétose, donc mon carburant c'est le gras. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils passent directement en cétogène et il leur faut parfois 6 mois pour pouvoir passer en cétose, pour que le corps passe du carburant sucre au carburant gras et qu'il n'ait plus d'hypoglycémie, qu'il n'ait plus ces envies de sucre que moi je n'ai plus du tout. D'ailleurs je n'ai quasiment plus jamais faim, j'ai vraiment un regain d'énergie et la nourriture n'est plus une obsession. Maintenant ma seule angoisse c'est quand je vais manger chez quelqu'un ou quand je dois aller au restaurant, qu'est-ce que contiennent les aliments qu'on me sert. Donc parce qu'on peut aussi très vite sortir de cétose, il suffit de passer au-dessus de 20-25 grammes de sucre net et on sort de cétose, on libère de l'insuline et là c'est foutu, il faut après se réadapter pendant plusieurs jours. Donc il y a quand même des inconvénients à passer en régime cétogène, c'est qu'on perd beaucoup d'eau. Surtout dans mon cas où je prends des puffs de corticoïdes, donc à base de cortisone, et où on fait un peu de rétention d'eau, là on perd tout et on perd donc tout ce qui est magnésium, sel, phosphore, calcium, donc il faut prendre des compléments alimentaires, il faut prendre du magnésium. Moi je prends un magnésium transcutané, un magnésium à mettre sur la peau. Je sale beaucoup plus mes aliments, chose que je ne faisais absolument pas avant parce que je mangeais tellement sucré que j'avais pas besoin de sel. Or maintenant, oui, je rajoute du sel dans tout et voilà, donc c'est pas à prendre à la légère, c'est pas à faire n'importe comment. Arrêter le sucre, ça peut avoir de très bonnes incidences sur votre santé, mais ne le faites pas n'importe comment, passez par plusieurs paliers. Donc d'abord arrêter les produits transformés, passer en IG bas, puis après en low carb comme j'ai fait en supprimant pâtes, riz, pommes de terre, tout ce qui contient de l'amidon.
Donc en low carb, renseignez-vous déjà sur le low carb et ensuite seulement passez en régime cétogène si vous avez encore des problèmes de santé ou si vous êtes diabétique ou si vous voulez maigrir. Moi dans mon cas c'est vraiment pour mes problèmes d'allergie et pour mes problèmes de santé. Et c'est pas à faire n'importe comment, il faut vraiment bien se renseigner. Ça m'a pris 2 ans pour en arriver là où je suis. Alors au niveau du poids, j'ai juste perdu 2 kilos. Mon but premier, c'est pas de perdre du poids, c'est vraiment de retrouver de l'énergie, de ne pas être affalée dans mon siège à 14 heures parce que j'ai mangé quelque chose que je digère mal ou qui prend toute mon énergie pour digérer et que j'ai plus d'énergie pour réfléchir. Maintenant, non, j'ai vraiment l'esprit libre, je me concentre beaucoup plus facilement, j'ai l'esprit vraiment à faire ce que j'ai envie de faire, quoi, et plus être omnubilée par oh, je suis fatiguée, je suis crevée, je suis pas bien, je vais prendre ci, je vais prendre là, je vais me reposer, je vais me coucher. Non, tout ça c'était avant. Donc maintenant j'ai vraiment retrouvé ce dynamisme. Je vous dis, il me reste encore à récupérer au niveau des douleurs articulaires et quelques douleurs musculaires parce que je pense que je ne mange toujours pas assez. Et quelque part, quand on ne mange pas assez, on a quelques carences, mais je vous dis, l'alimentation cétogène, elle a ce pouvoir d'arrêter la faim et on n'a pas faim dans les 2 heures, on n'a parfois pas faim dans les 5 heures, ce qui fait qu'il m'arrive parfois de ne pas manger entre midi et 19h et de me souvenir, ah tiens, oui c'est vrai, il faut que je mange, parce que j'ai plus cette faim, j'ai plus ces hypoglycémies. Donc c'est vraiment super intéressant parce que ça me permet de faire pas mal d'autres choses en plus sans toujours me dire ah faut que je mange un truc, ah qu'est-ce que je vais manger après, ah tiens je vais faire ça. Non, tout ça c'est fini quoi. Donc voilà, ça c'était mon expérience par rapport au sucre. Dites-moi vous si vous avez déjà essayé d'arrêter le sucre, combien de temps ça vous a pris, si vous êtes en low carb, ce que vous avez supprimé, si vous avez trouvé ça difficile ou pas. Moi j'ai pas trouvé ça très difficile parce que je suis plutôt salée que sucrée à la base, donc ça n'a pas été très difficile. Ce qui était difficile c'était vraiment d'arrêter tous les petits grignotages entre les repas, donc les petits biscuits, et maintenant je vais vous dire quand quelqu'un au bureau vient avec un biscuit, un chocolat, non ça ne me dit même plus rien. Et quand j'ai envie d'un morceau de chocolat, il y a le Lindt 99 qui ne contient que 1 g de sucre net au 100 g que je mange et celui-là me paraît vraiment délicieux. Et aussi, il y a aussi d'autres chocolats sans sucre, mais ça c'est uniquement pour cuisiner parce que c'est vraiment très amer. Donc voilà, j'espère que mon expérience vous aura plu, que ça aura pu vous aider, vous apporter quelque chose. Moi j'en ai vraiment tiré une grande satisfaction et je pense que je ne pourrai plus manger autrement aujourd'hui parce que dès que je remange un peu plus de sucre, je le sens directement dans les 2 jours qui suivent. Je ne suis vraiment pas bien, je suis fatiguée, je ne dors pas bien, je ballonne et ça je ne veux plus, c'est plus pour moi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!